Alors, la caractéristique quasiment la plus importante d'une solution, c'est sa concentration. Concentration, il n'y a qu'une seule définition. Une. Plein de manières d'utiliser cette définition, mais une seule définition. C'est la proportion du soluté, d'un soluté, dans la solution. Ce qui permet de la refaire éventuellement, d'accord, d'interpréter certaines de ses propriétés. Donc c'est une quantité dans une autre quantité, en fin de compte. Et une quantité, chimiquement, ça peut s'exprimer par la masse, par le volume, ou par le nombre de moles. Nombre d'atomes, nombre de molécules, hein, mais une mole, c'est juste une collection, d'accord, d'un très grand nombre, 6 puissance 23, d'atomes et de molécules. Donc une mole, c'est une quantité d'espèces chimiques individuelles, simplement. Et puisqu'on peut définir par la masse, le volume et le nombre de moles à la fois le solvant et le soluté, eh bien, ça veut dire qu'on a plein de manières de croiser ces informations pour définir des proportions. On peut exprimer l'un dans une quantité, la masse, l'autre par le nombre de moles, d'accord? Et puis interchanger tout. Ça fait pas mal de croisements. Ouais, ça fait pas mal de croisements. Et au cours de vos carrières futures, vous allez quasiment toutes les croiser. Pourquoi? Ben pour faire suer, essentiellement, d'ailleurs, la plupart du temps. Enfin, dans le cadre, en tout cas, de vos études, c'est pratiquement que pour ça, hein, pour voir si vous savez passer d'une forme de concentration à une autre. Mais si on fait ça, et qu'on vous fait suer avec ça, c'est essentiellement pour vous préparer à ce qui est encore pire derrière, où là, c'est totalement dispersé, ça part dans tous les sens. Le bouquin que vous ouvrez, des fois, c'est même pas marqué dans quelle unité réellement ils utilisent des concentrations. Il faut le chercher un peu de partout, d'accord ? Vous allez trouver des constantes qui sont exprimées dans des unités de concentration que vous n'avez jamais vues avant, vous ne saviez même pas qu'on pouvait le faire, d'accord ? Eh bien, il faut que vous soyez prêts à ça, et c'est pour ça qu'on insiste. C'est chiant, mais c'est quasiment une nécessité, parce que sinon, vous allez être dans la mouise plus tard pour réussir à utiliser ces concentrations. Alors, faisons un petit tour sur ce qu'on a là. Le plus simple, si on a une masse de soluté, une masse de solvant, on peut tout simplement exprimer, ça s'appelle le titre, d'accord ? C'est relativement utilisé, mais en général, dans des cas particuliers, c'est tout simplement la masse du soluté sur la masse du solvant. Voilà, point. D'accord ? Donc on l'utilise en joaillerie, par exemple, on l'utilise dans plein de domaines. On peut le trouver... Par exemple, oui, effectivement, en joaillerie pour les bijoux, d'accord, hein, le titre. Pour les minerais, on va utiliser ce genre de choses-là. Ce n'est pas le plus utilisé, mais on l'utilise. On utilise beaucoup, par contre, énormément, la fraction massique. Fraction, on met un X, d'accord? Et puis le petit m, mm, c'est masse sur masse. Alors on va écrire fraction massique, on va le dire, ou on met un mm qui traîne derrière, ou quelquefois juste un petit m pour préciser que c'est des masses, là. D'accord ? Donc, il n'y a pas de notation standardisée pour la distinguer des autres fractions qu'on verra plus tard. Donc, il faut y faire très attention. Ces fractions, ce sont souvent des pièges. Il y a même des fois où ce n'est pas indiqué quel type de fraction est utilisé. Pas du tout. D'accord ? Donc, il faut y faire attention. Donc, ça, ce n'est pas compliqué, hein. Masse du soluté sur masse de solution. La plupart du temps. Pas masse de solvant, masse de solution. J'en profite ici, puisque c'est la même chose, cette fraction massique, si vous la multipliez par 100, vous avez un pourcentage massique. D'accord ? Donc, généralement, là, on est à peu près tous d'accord sur la manière de le noter. On met %m, % masse. D'accord ? On parle du pourcentage massique, % masse, etc. Ça ne pose pas de problème. Donc c'est la même chose, hein, c'est la valeur précédente multipliée par 100 tout simplement. Donc si j'ai 0,02 en fraction, j'ai 2%. Voilà juste ce que ça veut dire. Okay ? Donc 2 grammes pour 100 grammes de solution. C'est ce pourcentage massique.
c'est la même chose en conception que ce qu'on appelle des ppm. 1%, c'est une partie pour cent. Un ppm, c'est une partie pour 1 million. Donc, au lieu de multiplier par 100, comme les pourcentages, on multiplie par 1 million. Et on a des ppm. Donc, un ppm, c'est une fraction massique multipliée par 1 million. Donc, évidemment, vous avez tous compris qu'un ppb, c'est une partie multipliée par 1 billion. Non. Les Américains qui sont venus foutre le bordel dans le système. 1 billion, aux États-Unis, c'est 1 milliard. Donc un ppb, c'est une partie par milliard. D'accord? Mais on a utilisé le ppb américain pour une raison très simple. C'est comment on fait la différence entre un ppm million et un ppm milliard. On ne sait pas, d'accord? En Europe. Donc on a récupéré le ppb américain, mais en se rappelant bien que ce B veut dire milliard. Donc ça veut dire que là, on multiplie pour les ppb, on ne multiplie pas par 1 million, on multiplie par 1 milliard. Sous-entendu, pour que ce soit utilisable, il faut que le MI ici soit ridiculement petit. Parce que sinon, quand on le multiplie par 1 milliard, vous imaginez qu'il devient énorme et le chiffre qu'on obtient, il n'a plus de sens tellement il est grand. Donc on utilise les ppm et les ppb uniquement si la masse de soluté est ridiculement faible par rapport à la masse de solution. Donc uniquement pour les très très petites concentrations. Et ces ppm ont une particularité quand on bricole les unités. Rien de tordu, hein, mais entre les milligrammes et les kilogrammes, il y a justement un coefficient 1 million. Donc, quand on fait le calcul des ppm avec la masse du soluté en milligrammes et la masse de solution en kilogrammes, on obtient directement des ppb. C'est pour ça que vous trouverez probablement dans des bouquins, sur Internet, dans des forums, les ppb, c'est la même chose que des milligrammes par kilogramme. Et oui, effectivement, les ppm, excusez-moi, les ppm, c'est effectivement la même chose que des milligrammes par kilogramme. D'accord? Mathématiquement, au niveau du chiffre que l'on va obtenir. Et certains, beaucoup, vont même un cran plus loin. Mais vous avez vu que ça, je l'ai mis en gris, parce qu'il faut le manipuler avec précaution. Si la solution considérée est une solution aqueuse, de l'eau, donc forcément très diluée, parce que sinon on n'utilise pas les ppm, d'accord? 1 kg d'eau, c'est 1 litre. Donc dire que les ppm, c'est la même chose que des milligrammes de soluté divisé par 1 kg, ça revient à dire que c'est des milligrammes de soluté divisé par 1 litre. Et vous allez trouver, et c'est une forme d'abus d'utilisation, que les ppm, ce sont des milligrammes par litre. Mais attention, ça ne peut être vrai que dans un seul cas. C'est une solution aqueuse très diluée, dont la masse volumique est égale à 1. 1 kg, 1 litre. Sinon, c'est faux. Ce qui veut donc dire que quand vous avez une pâte dentifrice, vous avez des ppm qui sont indiqués, et quand vous allez voir la fiche technique, on vous dit que c'est des milligrammes par litre, c'est juste n'importe quoi. Parce qu'il est évident qu'un kilogramme de pâte dentifrice, ça ne fait pas 1 litre. D'accord ? De l'eau, il n'y en a quasiment pas dedans. Enfin, il y en a très peu. D'accord ? Il y a surtout du matériau solide en suspension. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc attention, jusqu'à la partie grise, il n'y a aucun problème. Après, c'est à manipuler avec précaution, mais vous allez trouver ça tout le temps. D'accord? Ces milligrammes par litre, vous allez trouver ça partout. Vérifiez systématiquement que vous êtes bien effectivement en solution aqueuse diluée, sinon il y a un abus d'utilisation. Parfait? On continue. Ma masse, ma masse de soluté, je peux aussi la rapporter au volume pour le solvant.
C'est aussi un titre volumétrique. Ah, est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, dans les faits, la masse sur le volume de solvant, oui, on le trouve, mais dans des cas très exceptionnels. Je ne pense pas que vous y serez confronté, vous, dans votre vie professionnelle, d'accord? Il y a peu de chances. Mais sachez qu'on peut le faire. Donc ici, on a la masse de soluté sur le volume de solvant, pas le volume de solution. Par contre, la masse de soluté sur le volume de solution, ça, c'est plus que courant. Et dans les domaines de santé, on trouve ça tout le temps. Des grammes par litre, tout simplement, par exemple. D'accord? Et ça s'appelle la masse volumique partielle. Juste, si jamais. On lui a donné un nom. Masse volumique partielle, vous comprenez pourquoi? Ben, c'est la masse de soluté sur le volume de solution, et c'est partiel parce qu'on ne parle que d'un composé. Voilà, tout simplement. Donc ça s'appelle la masse volumique partielle, et c'est ce qu'on a ici. C'est bon? C'est pour aller t'asseoir? Non? Alors, concentration massique, masse volumique partielle. Une petite notation, on trouve souvent ça exprimé en grammes par litre, pour une raison super simple, c'est que les grammes par litre, c'est numériquement la même valeur que les kilogrammes par mètre cube. On s'en fout des kilogrammes par mètre cube. Non, on ne s'en fout pas des kilogrammes par mètre cube. Les kilogrammes, c'est l'unité du système international pour les masses, et les mètres cubes, c'est l'unité du système international pour les volumes. Donc, quand on met des grammes par litre, on est dans le système international, en fait. D'accord? À un décalage de 1000 en haut et en bas, donc, qui n'a pas d'importance. Donc, c'est pour ça qu'on utilise quasiment tout le temps les grammes par litre. C'est plus facile à comprendre que des kilogrammes par mètre cube. Mais c'est la même valeur numérique. Donc, ça tombe bien. Des masses par mol, on ne fait pas, hein, d'accord? On élimine. Personne n'exprime jamais des concentrations de masse de soluté sur un nombre de moles de solvant. Jamais, d'accord? Donc, on oublie. Volume, volume. Volume de soluté sur volume de solvant. Est-ce qu'on utilise ça? Oui. En particulier, la fraction volumique. Ben, c'est la même chose que la fraction massique, hein. Le rapport des deux volumes. Donc, volume de solvant, de soluté sur volume de solution. On mettra encore une fois un X, parce que les fractions, c'est comme ça qu'on les note. Et puis un petit V ou un V sur V, enfin, quelque chose qui permettra de savoir que cette fois-ci, on parle des volumes. D'accord? Donc, très utilisé. Évidemment, si on a la fraction, on a le pourcentage. Il suffit de multiplier par 100. Donc, le pourcentage volumique est très utilisé aussi. D'accord? Très, très utilisé. Vous le trouverez très fréquemment. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une solution hydroalcoolique à 70%. Ben, c'est ça. Voilà. D'accord? 70% d'alcool pour 100% de solution. Donc, 30% d'eau à l'intérieur. Voilà. Et on utilise aussi très fréquemment, et vous y serez confrontés aussi, parce qu'on les voit souvent, le ratio. Alors, le ratio, c'est plus souvent dans les mélanges que dans les solutions. On est bien d'accord. C'est-à-dire que quand on a une distinction entre solvant et soluté qui commence à devenir floue, d'accord? Il y a beaucoup trop de soluté pour qu'on continue à parler réellement de solution. Mais on continue à l'utiliser beaucoup. Et en particulier, on va dire par exemple une solution 3,1, une solution hydroalcoolique 3,1. 3 volumes d'alcool pour 1 volume d'eau. Donc 4 volumes au total, hein, on est bien d'accord. Vous connaissez peut-être, il y a un ratio qui est célèbre. 5 pour 1, d'accord? Marqué sur toutes les bouteilles. Alors ne croyez pas que je fais une fixation sur le pastis, j'aime pas ça en plus. D'accord? Donc, non. Mais il se trouve que c'est un bon exemple facile. On peut prendre la même chose avec les sirops, d'accord? En général, on vous conseille un 7 pour 1. Donc, 1 volume de sirop pour 7 volumes d'eau. D'accord? Donc, on devrait dire 1 pour 7, hein, mais ça va être écrit 7 pour 1 quand même. D'accord? Donc, le premier, c'est un des deux solvants, et on devra préciser dans quel ordre on va les dire, parce que sinon c'est le bazar. Mais vous avez le volume de l'un, le volume de l'autre, et quand vous additionnez les deux, ben vous avez le volume total. D'accord?
Après les volumes, donc volume mol, c'est pareil, on ne fait pas. D'accord? Ça n'a pas de sens, personne n'utiliserait ce genre de truc-là. Mol masse, moi ça semble curieux comme truc, mais si, on utilise. Normalement, on le note avec un B, mais ce n'est pas hyper formalisé. Vous le trouverez avec des tas de notations, des tas de petits symboles, des tas de petites lettres différentes, mais celle qui est conseillée, c'est d'utiliser un petit B pour la noter. D'accord? C'est le nombre de moles donc, de soluté sur la masse de solvant, pas la masse de solution, on est bien d'accord, hein? La masse de solvant. Et ça, c'est très utilisé, c'est donc des moles par kilogramme de solvant, ça s'appelle la molalité avec un L. Donc la molalité, le nombre de moles de soluté sur la masse de solvant. On pourrait faire d'autres trucs, mais en l'occurrence, les autres, on ne les utilise pas. D'accord? C'est le seul rapport nombre de moles masse qui soit réellement utilisé. C'est celui-là. Alors évidemment, si on a une solution très diluée, la masse de solvant, c'est aussi la masse de solution. D'accord? Donc pour les solutions diluées, le rapport nombre de moles de soluté sur masse du solvant, c'est la même chose. Et quelquefois, on assimile l'un à l'autre. Mais ça, c'est celui qu'on utilise pour la masse. Le nombre de moles sur le volume, enfin, il arrive, c'est la concentration que vous connaissez, que vous avez déjà vue, D. Mais vous avez vu, on a mis du temps pour y arriver à celle-là quand même. Hein. Il y en a d'autres avant, sur lesquelles on est passé et qui sont réellement utilisées. Hein. Donc celle-là, c'en est juste une parmi d'autres. Le nombre de moles sur le volume de solution. Alors tout à l'heure, c'était la masse de solvant, puis là, c'est le volume de solution. Ils ne pourraient pas se mettre un peu d'accord des fois? Non. S'ils se mettaient d'accord, ce serait trop facile. D'accord? Donc, non. Tout à l'heure, c'était bien la masse de solvant. Ici, c'est le volume de solution qui compte. D'accord? Donc en mol par litre. Alors la plupart du temps, vous trouverez ça abrégé, ce mol par litre, par simplement un grand M. D'accord? Comme unité, grand M, ça veut dire des mols par litre. Et ça, c'est la molarité avec un R, celle que vous avez déjà vue largement précédemment. On utilise énormément en chimie, en biochimie, dans les études de santé, donc qui sont liées à ces deux disciplines, à la fois la molalité et la molarité. On utilise les deux, d'accord? Et on doit régulièrement passer de l'une à l'autre. On verra ça en TD, d'accord? Comment passer relativement simplement, hein, d'accord? De l'une à l'autre. Pour une solution aqueuse diluée, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si c'est une solution aqueuse, 1 kg, 1 litre pour la partie eau. Et si elle est très diluée dans cette solution, il n'y a pratiquement que de l'eau. Donc 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg. Et puisqu'un litre d'eau, ça pèse 1 kg et qu'il n'y a que ça pratiquement dans la solution, on aura la molalité qui sera égale à la molarité numériquement parlant. D'accord ? Donc, pour une solution aqueuse diluée, et vous serez régulièrement dans cette situation-là, passer de l'une à l'autre, ce n'est pas compliqué, on prend le même chiffre, on change simplement les unités. Donc c'est simple dans ce cas-là. Et qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, des moles par des moles. On fait ça? Ah oui, on l'a déjà utilisé, hein, d'accord? Je l'ai déjà utilisé quand je parlais des pressions partielles, d'accord? Je vous l'ai cité. La fraction molaire, donc fraction molaire hein, en nombre de moles, fraction massique, fraction volumique, fraction molaire, c'est la dernière, où on devra préciser effectivement, alors on écrit rarement mol-mol, on écrit mol en général simplement, voilà. Je ne sais pas pourquoi celle-là on ne fait pas mm, enfin mol-mol, mais c'est comme ça. Le nombre de moles de l'espèce sur le nombre de moles total. Total, on est bien d'accord, hein? Pas le nombre de moles de solvant, le nombre de moles total, c'est systématiquement ça. Oui, jamais tout à fait la même règle, mais c'est comme ça. Donc le pourcentage molaire,
Ben, on multiplie par 100 la fraction molaire, tout simplement. Ce qui sous-entend que si on multiplie par 1 million, on a des ppm, d'accord? Molaires, et oui, on peut les avoir aussi, mais on les emploie quasiment pas, on ne trouve quasiment jamais ceci, à part pour les gaz, d'accord? À part pour les gaz, on trouve la notion ppm pour les gaz en ppm V et ppm molaire, d'accord? C'est tout simplement cette fraction molaire multipliée par 1 million. Donc, à part pour les gaz, on ne la trouve pas. Et pop, pop, c'est bien pour ce que j'ai ici. Ça en fait beaucoup des définitions. Ça en fait beaucoup des manières d'exprimer. Oui, et vous allez les retrouver quasiment toutes à un moment ou à un autre. Et une partie du travail que vous aurez à faire, ça va être de passer des unes aux autres. D'accord ? Parce qu'on va vous décrire comment faire une solution avec un type de concentration, et pour faire d'autres calculs, il en faudra une autre. On vous aura donné un ratio, et il faudra utiliser une concentration molaire. On vous aura donné un pourcentage massique, ou une masse volumique pondérale, enfin oui, une masse volumique partielle, excusez-moi, et il faudra utiliser une molalité. Ben oui, c'est comme ça. D'accord ? Donc, on aura un exercice en TD. Autour de ça, passer des unes aux autres, parce que ça n'a rien d'évident fondamentalement à la base. Ce n'est pas compliqué quand on voit exactement ce qu'on est en train de faire. Mais ça demande un petit peu de temps. Bon, c'est toujours plus facile à faire avec une calculatrice que sans. Hein. Donc, vous y gagnez quand même, hein. Mais ça reste une étape qui est relativement importante. On va terminer sur ça. Le titre semble un peu bizarre. 1 égale 2, non. Non. Eh bien, si, des fois. En tout cas, en chimie, ça peut se produire. Je prends un exemple facile, d'accord, pas forcément lié au monde médical, mais on s'en fout, ce n'est pas très important. C'est le concept qui est intéressant. C'est une solution de chlorure de sodium avec une concentration pondérale pour emmerder le monde, d'accord? Mais en l'occurrence, on trouvera souvent ça. Si j'ai une concentration pondérale pour faire la suite, j'aurai sans doute besoin de la masse molaire, d'accord? C'est la manière la plus simple de passer d'une masse à un nombre de moles, donc c'est pratique la masse molaire, pour faire la conversion entre les deux, je l'ai ici. Est-ce que vous devez connaître les masses molaires de certains éléments? En ce qui me concerne, non. C'est débile. D'accord? Quand on a besoin d'un chiffre comme ça, on regarde dans le bouquin où c'est écrit. Maintenant, ça me concerne moi. D'accord? Donc, en ce qui me concerne, dans les exercices que je vous donnerai, les masses molaires, alors à l'exception de quelques trucs sur lesquels je ne vais même pas, moi, penser que vous puissiez en avoir besoin. Vous savez que la masse molaire du dihydrogène, c'est 2 parce que c'est 1 pour chaque atome d'hydrogène. Voilà, ça, je ne le rajouterai pas. Que l'oxygène, c'est 16 parce que vous l'avez déjà rencontré des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, donc je ne penserai même pas à le rajouter. D'accord? Ça ne me viendra pas à l'idée. Mais par contre, que vous sachiez que le sodium, c'est 23, bon, là, je le sais. Je ne sais même pas pourquoi je m'en rappelle, parce que d'habitude, je ne m'en rappelle pas, d'accord? Mais ça n'a aucun intérêt de savoir ça, d'accord? Donc en gros, les trucs qui se trouvent sur les 2 premières lignes, vous les avez déjà vus tellement de fois que la plupart du temps, bon, c'est bon, on ne va pas les rajouter. Mais après, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, on est d'accord, hein? Donc, ici, c'est donné. Et ce que je vous demande, c'est quelle est la molarité de cette solution? Bah, il y a une réponse évidente. La molarité, on est tous bien d'accord, hein? C'est le nombre de moles sur le volume. Moi, pour l'instant, ce que j'ai, c'est une masse sur un volume. J'ai juste à changer la masse en nombre de moles. Pas dur. D'accord? La concentration, c'est un nombre de moles sur un volume. Un nombre de moles, c'est une masse sur une masse molaire. Je fais le calcul. C'est bon, j'ai trouvé. Donc, mon 39,2, la masse, sur le 58,4, ça fait une solution 0,5 m. M, comme je vous l'ai dit, c'est l'abréviation des moles par litre. Hein. D'accord? C'est classique, vous le trouverez un peu partout. Oui, mais c'est idiot comme réponse. Parce que dans l'eau, j'en ai pas du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium est un sel qui est totalement
dissout, totalement dissocié quand il est en solution. Donc quand j'ai mis mon chlorure de sodium en solution, j'ai obtenu des Na+, et des Cl-. J'en ai pas du chlorure de sodium. Dire que j'ai 0,5 mol par litre de chlorure de sodium, ça n'a pas de sens. Ce qui aurait du sens, c'est de donner la concentration en chlorure et en sodium. Comment je fais ça? Bon, ça, je le fais juste pour le principe, hein, d'accord? Mais vous faites un petit tableau d'avancement, d'accord? Les conditions initiales, ce qui se passe, les conditions finales. Évidemment, bon, là, c'est une réaction qui est totale, donc c'est pas dur, il n'y a pas de coefficient d'avancement, il n'y a pas de coefficient d'alpha, hein, d'accord, d'avancement de réaction. C'est tout simple, ça fait 0,5 et 0,5. Donc, en fait, j'ai 0,5 mol de Na+, et 0,5 mol de sodium, de chlorure. Mais alors, c'est quoi la concentration en NaCl? C'est la première? C'est la deuxième? C'est quoi? Si je parle de la concentration physiquement présente en NaCl, c'est clair, c'est zéro, il n'y en a pas. D'accord? Il n'y en a pas dans la solution. Si maintenant j'exprime la manière dont j'ai fabriqué la solution, d'accord? Quand j'ai fabriqué la solution, j'ai mis 0,5 mol de chlorure de sodium dans 1 litre d'eau. D'accord? Donc cette concentration de 0,5, elle a un sens non pas pour qualifier la solution telle qu'elle est présente en face de moi, mais pour qualifier la manière dont je l'ai préparée. D'accord? C'est ce qu'on appelle la concentration analytique et effectivement, elle a un sens et elle est très utilisée. Elle permet simplement de comprendre comment on a fabriqué la solution qu'on a en face de soi. Même si ce qu'elle décrit n'est pas ce qui est physiquement présent en solution. D'accord? C'est la manière de faire. Donc on l'utilise, elle a un sens, elle décrit la manière dont on a fabriqué la solution. C'est pour ça qu'on la trouve tout le temps écrite. C'est pour ça qu'on va vous dire une urémie normale, c'est tant de grammes par litre d'urée, alors qu'en fait l'urée est sous forme d'urée et de sa base, son acide conjugué. Donc pas uniquement sous forme d'urée dans le sang. D'accord? Ou la concentration en chlorure de sodium aussi dans le sang. On donnera une concentration globale, même si on sait très bien que ce n'est pas ce qui est présent en solution. Et si on parle de la concentration en soluté, globalement, la concentration en soluté, ce serait les 0,5 et les 0,5. Des solutés, j'en ai 1 mol par litre au total. Ça a de l'intérêt, ça? Globalement, oui. Quelle est la concentration totale en espèces qui est en solution? Oui, ça me permet de décrire sans doute quelque chose sur la solution. Eh bien, cette concentration-là, c'est-à-dire la concentration totale en soluté, en ce qui se trouve en solution, c'est ce qu'on appelle une osmole. Une osmole, c'est une concentration globale en soluté. D'accord? Indifféremment, quelle que soit la nature de ce soluté. On additionne simplement toutes les concentrations individuelles de chacune des espèces physiquement présentes dans la solution. On est bien d'accord, hein, cette fois-ci. D'accord? Pas au global. Si ça se dissocie, on compte tous les petits bouts. Donc, je ne le fais pas en général, mais au moins je vais être sûr que vous l'avez bien pris. Donc ça, c'est la définition formelle de ce qu'est une osmole. C'est donc le nombre de particules qui peuvent être osmotiquement actives et idéales. Donc le côté osmotique et la solution idéale, on en reparlera plus tard. Mais vous pouvez prendre ça comme étant le nombre de particules physiquement présentes dans la solution, en tenant compte de toutes les dissociations et associations qui sont possibles entre et qui sont physiquement effectives en solution. D'accord? C'est ce qui est physiquement présent, le nombre de moles total des espèces physiquement présentes dans la solution. Donc en prenant un cas quelconque, l'espèce A, elle se décompose comme ça. Donc là, je prends un cas générique. D'accord? B et C peuvent prendre n'importe quelle valeur. Et B plus C, c'est le nombre de particules totales que je vais retrouver en solution. Vous aurez noté ici que je ne considère pas que cette dissociation est totale. Elle peut être partielle.
D'accord? C'est-à-dire que dans la solution, après réaction, il peut me rester de l'espèce A. Alpha ici, c'est la fraction dissociée. D'accord? 50%, alpha égale 0,5. La moitié de l'espèce est dissociée, alpha égale 0,5. 80% de dissociation, alpha égale 0,8. D'accord? Donc ça, c'est du classique, il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à ça. Donc le nombre de particules, c'est la somme des coefficients stoichiométriques, alpha, l'avancement de la réaction. Et bien maintenant, si je veux le nombre de particules total, donc mon nombre d'osmoles, j'ai juste à additionner les trois termes qui sont présents dans mon tableau. Donc, Na 1 moins d'alpha, plus B alpha Na, plus C alpha Na. D'accord? J'additionne mes trois nombres, ici 3, mais ça pourrait être 5, 6, autant que vous voulez, ça dépend du nombre de morceaux qu'on va faire, je les additionne. Comme je sais que B plus C, c'est égal à P, ces deux termes-là, déjà, je peux les rassembler sous forme de P alpha Na. D'accord? C'est logique. Et vous voyez que dans ce que j'ai ici, je peux mettre Na en facteur, puisque je le trouve des deux côtés. Je mets Na en facteur. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais généralement, en termes de présentation, c'est ce que vous trouverez dans les bouquins, c'est ce que vous trouverez sur Internet, vous le trouverez partout. On factorise encore un coup ce qui se trouve dans la parenthèse carrée pour le présenter sous cette forme-là. D'accord? On remet alpha en facteur. Pourquoi? J'en sais trop rien. Je trouve personnellement que ce n'est pas tellement plus lisible, moi. Mais bon, c'est ce qu'on fait en général. On va rester cohérent avec ce que vous pouvez trouver ailleurs. D'accord? Et donc, le nombre d'osmoles, vous voyez qu'en fait, c'est le nombre de moles de départ multiplié par ce facteur 1 plus alpha P-1. Et bien, ce facteur 1 plus alpha P-1, on le note en général I, et on l'appelle le facteur de Van 't Hoff. C'est le coefficient de dissociation, le nombre de morceaux que l'on fabrique à partir d'une molécule de départ. D'accord? En tenant compte du nombre de particules libérées et du coefficient de dissociation. Ça, il faut que vous le reteniez, que vous sachiez l'utiliser. D'accord? Donc le coefficient de dissociation, il vous sera donné d'une manière ou d'une autre. Le nombre de particules, quand vous avez la réaction, vous voyez bien comment ça se sépare, le nombre de particules qui sont libérées. Donc ce coefficient de Van 't Hoff, vous êtes toujours capable de le calculer. Donc vous êtes capable de passer d'une concentration analytique, d'un nombre de moles mis dans la solution, au nombre d'osmoles, au nombre d'espèces présents dans la solution. Il me reste 4 minutes pour la diapo suivante qui va clore ce chapitre. Ça m'évitera de le reprendre, comme ça ce sera réglé. Ce nombre de particules, ce nombre d'osmoles, si on le divise par le volume de la solution, ça fait des moles par litre. Vous êtes d'accord? Ça va faire ça. Et des moles par litre, c'est ce qu'on appelle la molarité. Et bien ça, on va l'appeler l'osmolarité. Et l'osmolarité, qui est donc le coefficient de Van 't Hoff, qu'on vient de préciser, multiplié par la molarité, vous l'avez donc ici, c'est très utilisé, on va l'utiliser beaucoup la semaine prochaine. D'accord? On va se mettre d'accord sur la notation, l'osmolarité, on la note parce que c'est la notation qu'on trouve le plus souvent, d'accord? Oméga. Qu'on trouve le plus souvent, vous avez bien noté ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de notation standardisée. Quasiment tout le monde utilise la lettre C pour la molarité, mais alors pour l'osmolarité, ça part un peu dans tous les sens. La majorité des cas, c'est cet oméga qui est utilisé. On va se mettre d'accord pour l'utiliser. Si par contre, mon nombre d'osmoles, je le divise par la masse de solvant, bien évidemment, je fais apparaître le nombre de moles de l'espèce sur la masse de solvant. Et ça s'appelle la molalité. Donc j'aurai cette fois-ci
la molalité fois le coefficient de Van 't Hoff, qu'on va noter oméga bar, d'accord, et qui s'appelle donc l'osmolalité. On aura donc l'osmolarité. L'osmolalité, c'est tout simplement la molarité ou la molalité multipliée par le coefficient de Van 't Hoff. Coefficient Van 't Hoff que vous avez vu juste au-dessus pour la manière de le calculer. OK? Ça fera aussi partie de l'objet d'un exercice. C'est bon? Eh bien, on se voit la semaine prochaine. En attendant, passez une bonne fin de semaine.